Bonjour et bienvenue dans ce 34e épisode consacré à la programmation en tech. Alors comme ça fait un petit moment que la dernière vidéo a été tournée, donc le sujet a complètement changé. Cette fois-ci, on va essayer et on va réussir, à programmer en tech un quicksort, c'est-à-dire un tri rapide. Alors pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo afin d'en faire profiter tout le monde. Bon, je vais d'abord expliquer vite fait ce que c'est que le tri rapide. Alors le tri rapide, c'est un tri de nombres. Donc je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre 5 et 14. Allez hop. Bon, je n'en ai pas mis beaucoup parce qu'on va faire fonctionner l'algorithme à la main pour voir comment il fonctionne d'abord. Alors pour indiquer qu'il doit être trié, je pourrais écrire ça comme ça. Comme le ferait en tech, mais je crois que c'est plus simple. Nous on va mettre entre crochets comme ça une liste qui a vocation à être triée. Alors le principe du tri rapide, c'est assez facile à comprendre. C'est un tri qui va diviser cette liste en deux listes forcément plus petites, et ainsi de suite. En divisant comme ça en des listes plus petites, et bien on arrive à un moment où la liste elle est vide, et donc comme ça, en partageant les tâches en des tâches de plus en plus simples, on arrive à trier facilement une liste de nombres aussi longue qu'on veut, de façon assez rapide, comme l'indique le tri rapide. Alors comment partager cette liste en deux? Eh bien, il faut choisir un nombre parmi tout cela. Alors lequel? C'est un vaste débat. Nous en tech, on ne va pas s'embêter, on choisira de toute façon le premier, parce que quand le tech lit un argument, comme celui-là, il ne sait pas combien il y a de nombres séparés par des virgules. C'est pas un langage de très haut niveau, donc pour qu'il le sache, il faudrait qu'on programme déjà une récursivité. Il faudrait qu'on parcourt les éléments un par un, qu'on les indexe, qu'on les compte, ce qui serait long et finalement pas très bénéfique pour la suite. Donc on choisira comme pivot le premier nombre. Et donc le pivot, c'est ce qui partage la liste en deux. Donc il y a une liste qui va contenir les éléments plus petits que le pivot, et l'autre liste les éléments plus grands que le pivot. Allez hop, c'est parti. Donc je mettrai entre chevrons le pivot, c'est-à-dire ce qui sera affiché à la fin. Et là je vais mettre dans la première liste ce qui est plus petit que le pivot, c'est-à-dire 4, 3, 5. Et le reste c'est 9, 11, 15 et 14. Voilà, il ne reste plus qu'à refaire le boulot qu'on vient de faire là sur les listes qui restent. Donc on va commencer par celle-là. Alors les récursivités, alors pas être terminale, puisque ici, quand on va commencer à trier celle-ci, tout ça restera sur la pile d'entrée pour être exécuté plus tard. Donc je recommence à trier ceci. Donc je choisis le premier élément qui est le pivot, qui est 4. Et je mets ce qui est plus petit que 4, c'est-à-dire 3. Et ici, je mets ce qui est plus grand que 4, c'est-à-dire 5. Et je recopie ce qui est sur la pile d'entrée. Je continue. J'effectue le tri rapide sur cette liste. Donc, je choisis comme premier élément 3, qui est mon pivot. Alors évidemment, puisque la liste ne comporte qu'un seul élément, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, c'est vide. Et je recopie tout le reste. Je continue. Maintenant, j'effectue le tri rapide sur cette liste-là. Alors, cette liste-là, comme elle est vide, il faudra qu'on fasse un test si la liste est vide. On ne fait rien. C'est-à-dire qu'on va juste afficher ça. Celle-là est vide, on ne fait rien. Donc, après, on affiche ça. Celui-là, j'effectue le tri rapide sur celui-là. Donc, je choisis le pivot qui est 5. Alors ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a de plus petit c'est rien, ce qu'il y a de plus grand c'est rien, puisque cette liste comporte un seul élément, et je remets le reste. Et je continue. Alors comme ça a été affiché, c'est passé, texte s'en occupe plus. Donc ça, c'est une liste vide, donc on ne fait rien, après on affiche 5. Liste vide, on ne fait rien, on affiche 7. Il me reste à trier ça. Donc je choisis le pivot 9.
je mets ce qui est plus petit ici, c'est-à-dire rien, et ici ce qui est plus grand, c'est-à-dire 11, 15 et 14. Et etc. etc. Donc après, cette liste sera vide, donc on fera rien, on affichera ce pivot là, et on triera celui-là, etc. Donc ainsi de proche en proche, et on finit par obtenir tous les éléments triés dans l'ordre croissant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en tech tout de suite. Alors comme je disais qu'il va de toute façon falloir tester si une liste est vide ou pas, donc je vais tout de suite aller piquer un test qu'on avait écrit dans l'épisode numéro 6. Là, le test if empty. Que voici. Alors comme il y a des arguments délimités là, if empty si je mets un espace, je pense qu'il va le compter comme empty. Voilà. Donc celui-là, il est bien vide, oui. Celui-là, c'est un espace, il le compte comme vide. Et bon, celui-là, il n'est pas vide, donc c'est non. Bon, c'est pas très grave finalement qu'un argument composé d'un espace soit compté comme vide. C'est même mieux d'ailleurs. Bon, ben attaquons notre macro quicksort. Où l'argument 1, c'est la liste de nombres entiers. Alors on pourrait faire sur des nombres décimaux évidemment en changeant le test de comparaison, puisqu'on va faire un test if num. Évidemment si on mettait un test if dim, on pourrait faire ça avec des nombres décimaux. Donc on va tout de suite mettre que si la liste est vide, eh ben, on fait rien du tout. Et si la liste n'est pas vide, eh ben, on va la parcourir exactement comme on a fait à la main. Donc on va appeler la macro quicksort @a, je vais mettre l'argument 1, je vais le faire suivre d'une virgule, d'ailleurs ce qui suppose qu'il ne se termine pas comme ça par une virgule, parce que si je mets une virgule ensuite après il y aura un élément vide ici. Il faudra un moment que je teste si l'élément qu'on lit est vide ou pas, et s'il est vide il faudra l'ignorer pour éviter que la macro elle plante si jamais l'utilisateur y rentre une liste qui finit par une virgule. Et donc il faut que je mette un élément à la fin qui ne peut pas être un caractère d'un nombre. On peut mettre une étoile, un point d'interrogation. Allez, on va partir pour ça. Attention, j'ai un espace parasite ici. Bon, le premier argument qui est ici, eh bien, c'est notre pivot, puisque c'est le premier élément de la liste. Et on sait qu'il existe puisqu'elle n'est pas vide. Donc avec ce pivot, je vais appeler une macro récursive quicksort @b qui va contenir comme argument numéro 1 mon pivot, comme argument numéro 2 ben, la partition basse, et comme argument numéro 3 la partition haute. Voilà, et qui lira le nombre enfin les nombres qui suivent le pivot. Donc ça fait voilà. Donc ça c'est les trois arguments ici, c'est ces trois arguments là, c'est-à-dire pivot, partition basse, partition haute, et l'argument numéro 4, ben, c'est les nombres qui sont lus après le pivot, etc. Alors en premier lieu, il faut que je teste si c'est le point d'interrogation. Je vais mettre un if.
peut-être mieux qu'un ifx, puisque if ça développe déjà et puis ça teste les codes de caractères. Donc je vais mettre ça. Expand after exec first, comme d'habitude, else. Et tant que j'y suis, je vais tout de suite écrire ces deux macros. Bien, si je suis arrivé à la fin, alors ce que je vais faire, eh bien, je vais afficher exactement comme là. Je vais mettre entre crochets la partition basse qui est l'argument 2. Je vais mettre entre chevrons mon pivot. Et je vais mettre entre crochets ma partition haute qui est l'argument 3. Voilà. Par contre, si le nombre qui est lu, attention, j'ai un espace parasite ici. Je sais pas si je m'y prends bien là. Peut-être que je teste s'il est vide, peut-être avant. Ouais. Je vais faire if empty. Si le nombre courant est vide, et bien ce qu'on va faire, on va recommencer. On va l'ignorer complètement avec les mêmes arguments avec lesquels on l'a appelé. C'est mieux comme ça. Où j'en suis de mes accolades là? Ouais, c'est bon. Il manque une indentation là, là, et là, et là. J'ai deux espaces parasites. Donc, si l'argument c'est l'argument 4, c'est le nombre courant, n'est pas un point d'interrogation, c'est-à-dire si je ne suis pas arrivé à la fin, eh bien, je vais le comparer au pivot. Je veux dire, si le nombre lu est plus petit que le pivot, là par contre il faut un espace pour que ça arrête la lecture du nombre. Eh bien, je vais revenir lire le nombre suivant. Je vais ajouter le nombre lu à la partition basse. Je vais laisser telle quelle la partition haute. Sinon, le nombre qui est lu, je l'ajoute à la partition haute comme ça. Voilà l'ossature de mon test. Ce sera une seule boucle, hein, puisque là, on va afficher ce qui est fait après la première partition. Bon, est-ce que ça va donner? Je vais copier ça déjà. Je vais le mettre là. J'aurais dû compiler avec lui à la tech. Voilà. Et bien c'est exactement ce qu'on avait ici. 4, 3, 5, notre pivot, 9, 10, 11, 15 et 14. Donc notre algorithme il fonctionne pour partitionner une seule fois. Alors maintenant, évidemment ici, ben, je vais devoir faire un quicksort de ça. De l'argument 2 qui est la partition basse. Celui-là je dois l'afficher, donc je vais faire number.
Je vais mettre une virgule. Et ça, je dois faire un quicksort de ça, c'est-à-dire recommencer le processus sur la partition haute. Je pense que c'est bon. Le number, c'est pas mal parce que number, ça élimine les espaces qui pourraient se trouver avant et après. Je mets une virgule, un espace. Donc ça donne quoi, voyons? Ah ben voilà notre liste de nombres triés par l'algorithme très simple du tri rapide. Ce qui est bête par contre, c'est que ça finit forcément par une virgule, puisque à chaque fois que j'ajoute le nombre lu, je le fais suivre par une virgule. Et je ne peux pas m'en départir là ici, parce que il est impossible que l'algorithme, enfin que la macro récursive ici, sache à quel moment elle est en train d'afficher le dernier pivot. C'est pas possible de le savoir en fait. Donc pour supprimer cette virgule, il faut que je le fasse tout à la fin. Et je vais être obligé d'écrire une macro mince de plus haut niveau. Donc celui-là je vais l'appeler quicksort@a. Ça va être @b. Ça va être @c. Donc là on retourne sur C, puisqu'on ignore. On retourne sur A. @a. Et là C. Je suis bon là ou pas? Lui c'est C. L'arrobase A, je l'ai là et là, c'est-à-dire quand on revient tout au début pour trier les deux partitions après que ce soit fait. Ça elle est appelée que de là, et la arrobase C elle est appelée là, là et là. Ouais, c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais donc créer une macro comme ça, et il va falloir que je fasse, que je développe au maximum, parce que cette macro est développable, que je développe au maximum ça. Comme ça. Et là, je vais écrire une macro remove last comma, et ici je mettrai un nil. Bon, ça va être vite fait pour l'écrire celle-là. Elle va être argument délimité, donc comme la liste finale se termine par une virgule et un espace, parce qu'il y a un espace après, je vais mettre une virgule et un espace. Ici je vais mettre nil, et donc je renvoie tout ce qu'il y a avant, la dernière virgule, suivi de l'espace, suivi du nil. Voilà. Et donc ici il faut que je mette un expand after d'ailleurs. Ça en théorie ça devrait m'enlever cette virgule là. Donc je vais essayer, j'en suis pas sûr à 100%. Ouais, on va quand même voir si j'ai un espace parasite ou pas quelque part. Je mets des chevrons. C'est bon. Voilà notre macro purement développable, quicksort. Alors elle est purement développable parce qu'il n'y a aucune assignation nulle part finalement. Il n'y a que des tests qui sont purement développables et des jeux d'arguments, c'est-à-dire rajouter, remettre des arguments, rajouter quelque chose à des arguments, tout ça c'est développable. Alors ce que j'ai fait avant de tourner cette vidéo, j'ai fait sur LibreOffice là, j'ai créé une liste de nombres, il y a 1000 nombres, donc je vais les copier, aléatoire. Donc c'est des nombres aléatoires
compris entre moins 100 et plus 100, et il y en a 1000. Donc on va essayer de trier. Donc voilà, bon ça prend, il y a 2 pages. Hein. Bon, évidemment il y en a plein qui sont égaux entre eux puisqu'il y a 1000 nombres. Et comme ils vont de moins 100 à plus 100 en étant entier, il y a donc 201 nombres possibles, donc c'est forcé qu'il y en ait plein qui soient toujours égaux entre eux. Mais bon, on voit bien que c'est quand même trié dans l'ordre croissant. D'ailleurs, si on voulait le trier dans l'ordre décroissant, c'est très simple. Au lieu de mettre inférieur, je mets supérieur, comme ça inversera les ordres des partitions, et donc là, ça va être trié dans l'ordre décroissant. Bon, je remets l'ordre croissant. Je vais revenir à ma liste initiale, comme ça. Alors, si on voulait avoir des nombres décimaux, ce serait pas compliqué du tout. Ici, il suffirait que je mette ifdim. Je mets point ici, avec un espace pour stopper la lecture de la dimension. Et comme ça, je peux mettre 4.5, 15.1, et normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Bon, on va remettre ifnum. Je vais enlever les nombres décimaux ici. Voilà. Bon, on a une macro qui est donc purement développable, qui est assez concise quand même. C'est pas. Bon, l'algorithme est super simple aussi. Et d'ailleurs, il se prête bien au jeu des arguments avec tech, puisque on a donc 2 arguments qui représentent les 2 partitions à chaque fois, avec ajout dans l'une ou dans l'autre selon la position du nombre courant par rapport au pivot. Donc c'est pour ça que je trouve que cet algorithme il se prête pas mal à la programmation en tech. Alors après, quand il est question de tri, il est toujours question de rapidité, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. D'ailleurs, le tri rapide, il a été inventé pour être rapide, et il l'est d'ailleurs. Alors on pourrait faire des améliorations, on pourrait par exemple tester si au lieu de faire ça, on pourrait tester s'il y a 2 nombres par exemple seulement. Ça pourrait faire gagner un peu de temps. On pourrait aussi reprogrammer ça, parce que ça là, c'est bien, hein, mais c'est lent parce que ExpandAfter est lent. Donc en fait, execFirst, on peut la programmer comme ça. On va dire qu'elle est délimitée par phi, donc juste après elle, il doit y avoir phi. Après, il va y avoir execSecond. Et après, les 2 arguments, vrai ou faux. Et donc là, on va renvoyer l'argument 1, puisque c'est execFirst. Après, comment ça se met dans un test? Il n'y a plus besoin d'ExpandAfter, parce que c'est lent, justement. Le execSecond, on va le mettre là. On fait comme ça. Si le test est vrai, c'est-à-dire si ça est vrai, et bien la macro execFirst elle est exécutée, c'est-à-dire qu'elle est délimitée par tout ça. Donc le phi. Par contre, pour équilibrer les phi, il me faut un phi là. Donc elle va lire tout ça, elle va rajouter le phi, et donc elle va lire les 2 arguments, l'argument 1 et l'argument 2, et elle va exécuter celui-ci. C'est pas très lisible, mais c'est beaucoup plus rapide que de... beaucoup plus. Oui, c'est quand même bien plus rapide que de mettre des ExpandAfter. Et là c'est pareil. Je vais juste mettre le else, je l'enlève, le ExpandAfter aussi. Et je mets ça. Alors pareil, si le test est positif, execFirst avale ça et ça. Lit les 2 arguments, remet le phi pour équilibrer le ifnum et exécute le premier des arguments, c'est-à-dire celui-là. Si le test est faux, si ce test est faux, ça veut dire que tout ça est ignoré. Donc après il reste execSecond à l'exécution, mais execSecond exécute le 2e argument. Voilà une façon un peu plus optimisée en vitesse, on va dire.
bien qu'un peu moins lisible, de programmer des tests comme ça, avec des deux arguments qui se suivent pour faire des récursivités terminales, parce qu'avec les else et les phi, c'est pas terminal. Bon, je compile quand même par acquis de conscience, mais ça doit fonctionner. Bon voilà, c'était un petit épisode sur ce tri rapide purement développable. Voilà, l'occasion justement de voir une nouvelle façon de programmer, plus rapide, de programmer les tests pour avoir deux arguments derrière pour qu'ils soient, en récursivité terminale. Et donc un tri rapide, bon, qui va à la vitesse de Tech évidemment, c'est-à-dire assez lentement, sans commune mesure avec n'importe quel autre langage, bien sûr. Bien, ben on va dire que c'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir regardé, et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres aventures. A bientôt.